Pour ce 21e épisode, nous allons parler du day trading. Cette méthode d'investissement est très attirante aux yeux des nouveaux investisseurs. Par contre, il s'agit d'une méthode peu logique et qui est extrêmement risquée. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du day trading, qui est une méthode d'investissement qui se définit en gros par le fait d'acheter et de vendre un même titre dans la même journée. Donc, les gens qui utilisent le day trading vont faire de l'analyse technique pour prédire une hausse du prix d'un titre. Donc, ils vont mettre des gros montants dans un même titre pour essayer de faire du profit sur un petit mouvement de prix. Alors, si par exemple, on achète un titre qui se vend à 1,50$, donc par exemple 10 000 actions à 1,50$, ça nous coûte 15 000$, et que ça monte de seulement 1 sou, donc le prix devient 1,51$, alors vous allez faire un profit de 100$. Donc, comme dans n'importe quelle méthode, il faut suivre une certaine stratégie quand on investit. Puis, pour le day trading, il y en a 4 qui sont très populaires. En premier, on a le scalping. Donc, ça, c'est le fait de faire plein de petits profits sur des petites variations du prix durant la journée. Alors, c'est simplement qu'on va essayer de prédire si le prix va monter ou descendre. Après ça, on a le range trading, qu'on va utiliser des niveaux de support et de résistance. Donc, c'est simplement des patterns sur les graphiques qu'on va rechercher et qui vont nous indiquer si le prix va monter ou descendre. Ensuite, on a le news-based trading. Donc, ça, c'est qu'on va prendre des opportunités sur des volatilités causées par des nouvelles. De mon point de vue, c'est ça qui ferait un peu plus de sens parce qu'on va vraiment se fier à un élément externe. Donc, s'il y a une nouvelle quelconque qui va affecter le prix d'un titre, alors on va prendre une décision en fonction de ça. Finalement, il y a le High Frequency Trading, que ça va être des algorithmes sophistiqués qui vont nous aider à trouver des opportunités pour faire du profit. Ça, il y a un très bon exemple pour ça. Dans le fond, c'est Jim Simons, qui est un mathématicien et investisseur célèbre. Il a fondé Renaissance Technologies en 1982. Ce fonds-là, aux États-Unis, a plus de 300 employés. Puis, ils ont des actifs financiers qui s'élèvent à 15 milliards de dollars US. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que tous ces employés-là, c'est pas n'importe quel investisseur. C'est des personnes qui ont des PhD en physique et en mathématiques et qui vont développer des algorithmes. Dans le fond, depuis 1998, le fonds Renaissance a des rendements de 66% ou de 39% après les frais, donc les commissions. Puis, eux, leur but, c'est de seulement avoir raison à 50,1% du temps pour faire du profit. Donc, ils vont utiliser toutes sortes d'algorithmes dans des ordinateurs puissants afin d'établir des corrélations entre différentes variables. Donc, toutes les transactions vont se faire par des ordis. Il y a des milliers de transactions qui se font par jour, d'où viennent les frais élevés. Donc, ça passe de 66 à 39% à cause des frais des commissions. Et donc, comme je disais, ils vont utiliser des algorithmes de toutes sortes. Donc, ils vont regarder si, par exemple, la météo à Paris va affecter le prix d'une action à New York. Et s'il y a un lien, même s'il est minime, ça va être pris en compte lors des transactions. Donc, dès que la météo va être bonne à Paris, il va y avoir un petit lien qui va se faire. Ils vont peut-être acheter quelque chose, puis ils vont faire peut-être du profit là-dessus. Ils peuvent aussi faire des liens, par exemple, s'il y a une tempête de sable en Égypte, s'il y a des oiseaux qui meurent en Inde. C'est toutes sortes de liens qu'on ne pourrait pas voir de corrélation avec la bourse, mais ils vont essayer de faire le plus d'algorithmes possible avec des ordinateurs puissants pour avoir le plus souvent raison possible. Donc ça, c'était un exemple d'une entreprise qui utilise le day trading à l'extrême. Mais si on revient aux investisseurs à la maison, pourquoi il y a des personnes qui choisissent le day trading? En fait, il y a un aspect derrière tout ça assez New York qu'on voit dans les films
ou qu'on va voir le bureau d'un investisseur avec plusieurs écrans superposés, avec plein de graphiques, des chiffres partout. Il se lève tôt le matin pour essayer d'acheter et vendre le plus d'actions possible, de faire du profit. Ensuite, il s'en va dans sa Lamborghini, dans sa villa à la fin de la journée. C'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup de personnes à l'investissement. Donc, d'un côté, c'est bien parce que ça attire du monde à investir. Par contre, de l'autre, ça donne parfois des faux espoirs et ça fait perdre beaucoup d'argent à certaines personnes. En effet, si on regarde les inconvénients et les risques du day trading, on voit vraiment que ça vaut pas la peine de s'aventurer là-dedans. Si je commence, en premier, on a les commissions qui coûtent très cher. Bien sûr, vous pourriez me dire, ouais, mais Robinhood, ils ont des commissions gratuites. Par contre, quand on fait du day trading, on va rechercher des outils plus sophistiqués, plus avancés. Donc, on va généralement payer autour de 6,95$ en commission dès qu'on place un ordre. Puis, sachant que quelqu'un qui fait du day trading émet beaucoup d'ordres par jour, si on fait un petit calcul, par exemple, qu'un investisseur fait 30 ordres par jour, ça revient à 208,50$ en commission seulement par jour. Donc, s'il investit 250 jours par année, ça revient à 52 125$. Donc, il va avoir besoin de gagner au moins 52 125$ pour avoir un profit nul. Alors, c'est vraiment quelque chose d'énorme. En plus de ça, il va y avoir les impôts qui vont s'ajouter. Puis, ça peut coûter très cher parce que contrairement au fait de garder des titres à long terme, quand on garde à long terme, tant qu'on les garde, on ne va pas payer d'impôts. Puis quand on vend, on n'est pas obligé de tout vendre d'un coup. Ça dépend toujours de la raison qu'on vend, mais si on ne vend pas tout d'un coup, on va payer moins d'impôts aussi. Puis au niveau des impôts, c'est sûr qu'il y a des petites différences entre les États-Unis et le Canada. Le Canada, dès que vous faites un gain en capital, c'est seulement imposable à 50%. Par contre, aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Si vous faites du court terme, donc 1 an ou moins, vous allez être taxé à 100%. Donc, tous vos gains en capital vont devoir être imposés. Sinon, si vous faites du long terme, donc 1 an ou plus, ben là, ça va dépendre de votre taux d'imposition normal. Ça devient plus compliqué. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans aujourd'hui. Mais au Canada, au moins, vous n'allez pas avoir de différence si vous faites du court terme ou du long terme. En troisième, il y a les émotions. Les émotions peuvent être encore pires qu'un investisseur à long terme parce que là, vous mettez beaucoup d'argent dans un seul titre, puis vous espérez qu'il monte. Par contre, vous voyez qu'il n'arrête pas de descendre. Là, vous faites quoi? Est-ce que vous vendez? Vous subissez une grosse perte? Sinon, vous vous dites, je pourrais peut-être garder un peu plus, mais finalement, ça continue juste à descendre. Donc, c'est vraiment très dur émotionnellement quand on fait du day trading. Bien sûr, il y a une grande liste d'inconvénients et de risques au day trading. Je vous invite juste à faire une recherche sur Google, les risques du day trading. Vous allez trouver plein d'articles et d'opinions là-dessus. Mais si on regarde un peu plus les statistiques, il y a la célèbre plateforme de courtage eToro qui a conduit une étude sur 12 mois en Grande-Bretagne. Puis, ils ont découvert que 80% de ces investisseurs perdaient de l'argent, dont la perte médiane était de moins 36,3%, ce qui est vraiment énorme. Puis, il y aurait 75% des day traders qui quittent après moins de 2 ans d'avoir essayé cette méthode-là. Donc, ça démontre à quel point ça peut être difficile de faire du day trading parce que c'est pas nécessairement basé sur quelque chose de logique. Ça va vraiment être de la spéculation. Donc, ils vont essayer de deviner ou essayer d'avoir un coup de chance pour que le titre monte et non qu'il descende. De plus, selon une étude du professeur Brad Barber, il y aurait seulement 1% des day traders qui peuvent faire un profit prédictible, donc qui sont peut-être plus chanceux que les autres. Ils ont peut-être trouvé un certain algorithme, mais il y a seulement 1% de ceux-là qui peuvent être presque sûrs de faire un profit constant. Donc tout le reste, c'est, comme j'ai dit, de la spéculation. Faire du day trading, c'est pas investir, c'est juste de la spéculation. Essayer, c'est comme jouer au casino. C'est exactement comme ça. Vous essayez d'avoir le gros lot. Quand on va au casino, on n'a pas nécessairement de stratégie. Peut-être que notre stratégie, ça va être d'attendre que quelqu'un finisse de jouer à sa machine pour ensuite embarquer, puis là, on aurait plus de chances de gagner. Mais c'est exactement comme ça au day trading. On essaye de voir certains patterns sur un graphique. Puis là, c'est le temps d'embarquer, puis on essaye de gagner. Mais généralement,
C'est quand même rare qu'on gagne au casino. Oui, ça arrive, on peut gagner des petits montants, mais souvent on va peut-être un peu plus perdre que gagner. Puis c'est exactement ça qui arrive au day trading. Puis qu'est-ce qui est important aussi quand on débute en bourse, quand on est attiré par l'investissement à cause qu'on a vu du monde faire du day trading, c'est de ne pas croire à l'easy money, donc à faire de l'argent facilement. Je peux vous donner l'exemple d'une connaissance qui a visité une firme qui offrait des cours de day trading à Montréal. Il arrive là, il voit des locaux bien équipés, des salles comme de classe avec des postes d'ordinateur pour tout le monde. Il arrive dans le bureau de celui qui donne la présentation. Le bureau est rempli d'écrans, comme je vous ai dit un peu plus tôt. C'est rempli d'écrans avec des graphiques. Là, ils se mettent à se parler ensemble. Celui qui présente, il décrit comment ça se déroule un cours. Il leur dit même que s'ils s'inscrivent avant l'été, ils vont recevoir le cours sur une croisière. Donc, c'est quand même un cours qui coûte 5 000 $, mais là, il y aurait l'opportunité de le faire sur une croisière. Puis là, à un moment donné, ma connaissance, elle demande combien de rendement fais-tu? Il a demandé ça au présentateur. Puis là, le présentateur a répondu, ben écoute, moi je fais pas nécessairement ça à temps plein, mais je gagne autour de 50% par année. Alors bien sûr, c'est un peu du n'importe quoi. Pas faire ça à temps plein puis avoir un rendement de 50% par année. Peut-être qu'il y a eu de la chance une fois puis qu'il a fait 50% sur un titre, puis là il se vante d'avoir fait 50%. Mais vraiment, c'est un peu du n'importe quoi. Et s'il faisait autant de rendement par année, ben, il serait sûrement parti d'une firme de placement, puis ça aurait attiré, bien sûr, énormément de clients. Je veux dire, quand tu annonces que tu fais des rendements de 50%, ben, ça attire beaucoup de monde. Puis là, vous pourriez me dire, ouais, mais peut-être qu'il veut juste offrir des cours. Croyez-moi que s'il ferait 50% par année, avec sa firme de placement, il ferait beaucoup d'argent et il pourrait facilement offrir des cours au travers de sa firme. Puis au fil que la discussion avançait, ma connaissance s'est rendu compte que les écrans qui étaient allumés dans le bureau se sont mis à s'éteindre, à se mettre en veille. Donc le présentateur avait seulement allumé ça à l'avance, sûrement pour impressionner ses potentiels clients. Alors c'est très important de ne pas vous laisser influencer par ces gens-là. Je dois vous avouer que moi aussi, j'ai été influencé par ça. Quand j'ai débuté l'investissement, j'ai commencé à découvrir tout ça. Je regardais des vidéos sur YouTube, comment investir, des vidéos sur le trading. Puis là, il y avait du monde qui faisait du day trading. Je regardais les vidéos, ils étaient assis justement dans un bureau avec plein d'écrans allumés. Comment j'ai fait 1 000 $ aujourd'hui en 15 minutes. Après ça, ils montent toutes leurs belles voitures. Mais dans le fond, la réalité, c'est pas ça qu'on investit. Ça, c'est juste la spéculation. Ils essayent de prédire les hausses du marché. Et après ça, ils essayent de prouver à quel point ils font de l'argent. Puis je suis pas en train de dire que c'est impossible de devenir riche en investissant, bien au contraire. Mais je tente de vous expliquer que quand on choisit une méthode d'investissement comme l'investissement en valeur, ça va pas du tout ressembler à ça. Premièrement, surtout quand on débute l'investissement, on va préférer économiser au maximum pour investir le plus qu'on peut. Donc, oui, vous pourrez vous acheter des belles voitures si vous voulez, mais généralement, ça va venir plus tard. Puis, on ne tente pas de nécessairement démontrer ça. C'est simplement une question de choix personnel. Et aussi, il y en a peut-être qui peuvent se demander combien d'écrans ça me prend réellement. C'est vrai qu'on peut se poser plein de questions en voyant la quantité d'écran qu'un trader peut avoir, mais en réalité, vous en auriez peut-être besoin juste d'un pour faire votre recherche. Personnellement, moi j'en ai 3. C'est sûr que moi ça facilite pour l'enregistrement du podcast, mais aussi j'aime bien au niveau ergonomique. Donc il y a un écran qui ça va être ma liste de surveillance d'action. Après ça, je vais avoir un autre écran qui va jouer CNBC en mute, bien sûr. Et le dernier écran va être mon écran de recherche. Donc, ça va me permettre de travailler plus efficacement. Puis c'est vraiment un choix personnel. Vraiment, vous auriez besoin seulement d'un écran. Si vous voulez avoir CNBC d'ouvert, peut-être vous prévoir une petite TV à côté. Mais sinon, un écran, c'est amplement suffisant. Quand on investit, et là, je veux faire un lien avec l'investissement valeur, c'est qu'au lieu de se demander où sera le prix de l'action dans 5 minutes, demain ou la semaine prochaine, demandez-vous plutôt où sera la compagnie en tant que telle dans 5 ans. Donc, où qu'elle va se situer dans 5 ans, la compagnie? Elle va-tu encore exister? Elle va-tu être encore plus grosse? Elle va-tu se faire menacer par une nouvelle technologie, par la compétition? Qu'est-ce qui va arriver à la compagnie? Faut pas se fier juste au prix du titre, parce que derrière le titre, il y a une compagnie.
Si le titre va bien mais que la compagnie n'est pas bonne, ça va certainement se refléter dans le prix de l'action. Et le contraire s'applique aussi. Si un titre est assez spéculatif, le prix varie beaucoup, mais que l'entreprise est très bonne fondamentalement, ben ça va aussi se refléter dans le prix de l'action et ça va se mettre à monter. Alors, ça va être beaucoup plus avantageux pour vous d'utiliser une méthode d'investissement comme l'investissement valeur qui va être en quelque sorte plus simple. Je ne vous dis pas que c'est simple d'investir. Au contraire, c'est compliqué. Par contre, ça va être plus simple de vous asseoir puis d'analyser une entreprise, d'essayer de la comprendre puis de vous imaginer où qu'elle pourrait être dans 5 ans, où qu'elle va se situer dans la tête des gens. Puis, c'est beaucoup plus simple ça que d'essayer de prédire des fluctuations du marché. Parce que même si on utilise des ratios ou des calculs sur des graphiques, c'est impossible de prédire qu'est-ce qui va se passer avec le prix de l'action à cause que c'est simplement basé sur la psychologie des gens. Donc, on ne peut pas prédire la psychologie du monde. On ne peut pas prédire si telle personne va acheter, si telle personne va vendre. Puis en tout, il va y avoir plus de personnes qui vont vendre, donc le titre va baisser ou au contraire, il va monter. On ne peut pas prédire ça. Donc, plutôt que d'essayer de perdre du temps là-dessus, passez plus de temps à bien analyser l'entreprise. Comme ça, ça va être beaucoup moins risqué. Vous allez être plus sûr de vos choix. Puis, après ça, au lieu de constamment, à chaque jour, d'être assis devant votre ordinateur puis de vous poser est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, de stresser, d'acheter, de vendre, de payer plein de commissions, bien, vous pouvez regarder peut-être aux 2-3 jours, regarder quelques nouvelles, suivre qu'est-ce qui se passe avec votre entreprise, regarder les états financiers qui sortent à chaque trimestre, regarder les rapports annuels, juste vérifier, confirmer que tout se passe encore bien avec votre entreprise, puis vous la gardez à long terme. Comme ça, vous allez être sûr de faire des bons rendements. Alors, c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que je vous aurai ouvert les yeux. Oui, bien sûr, quand on commence l'investissement, tout ça, c'est beau. On a envie de s'acheter des moniteurs pour faire afficher des graphiques, faire des calculs. On a envie de faire de l'argent rapidement, comme l'influenceur sur Instagram qu'on a vu, avec la belle voiture, avec la belle Rolex. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez faire de l'argent rapidement, c'est beaucoup plus risqué. Puis les chiffres le démontrent, comme j'ai mentionné un peu plus tôt avec les statistiques, c'est très difficile de faire de l'argent en spéculant. Alors faites attention à ce que vous regardez, choisissez bien vos investissements et prenez le temps avant d'acheter une entreprise, il n'y a rien qui presse. Il vaut mieux être sûr de ses choix plutôt que de perdre de l'argent. Et comme dirait Warren Buffett, la règle numéro 1, c'est de ne jamais perdre d'argent et la règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Donc, pour être sûr d'éviter de faire certaines erreurs, je vous invite à aller écouter un podcast de Stock Stories. Donc, je l'ai partagé dans la communauté du podcast La Vraie Valeur. C'est un podcast qui explique 8 différentes erreurs qu'un investisseur pourrait faire. Je vous invite fortement à l'écouter parce que c'est des erreurs que les débutants peuvent faire, que moi-même j'ai passé par là, mais qu'il faut retenir pour éviter de perdre d'argent. Alors, pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur. Le lien va être dans la description. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.